RMC, After Espagne. Nicolas Jamin. Salut à tous, bienvenue dans le podcast After Espagne. Heureux de vous retrouver sur votre appli RMC, en télé, sur After Foot TV. C'est la grande nouveauté, vous le savez désormais. Canal 31 de votre Freebox, 107 de votre Box SFR et bien sûr sur la chaîne YouTube de l'After Foot. Alors cette semaine, on a envie de mettre en valeur, mettre en lumière les buteurs oubliés de la Liga, les goleadors qui ont performé dans l'ombre de Messi et Cristiano Ronaldo et qui n'ont pas eu la reconnaissance qu'ils auraient peut-être, je dis bien peut-être, mérité. Eux, ils sont habitués à la lumière, vous les connaissez déjà. Salut Loïc Moreau. Salut Nico, salut tout le monde. Rémi Dumont, salut Rémi. Bonjour tout le monde. Il est rentré en Espagne, il a retrouvé ses appartements madrilènes. Il est avec nous dans le podcast After Espagne. Edgar Grolot, salut Edgar. Salut Nico, salut tout le monde. Tout va bien ? Mais ça va très bien, je suis revenu en Espagne, il pleut, il faisait beau à Paris. Tu aurais dû je comprends rester. plus rien, Voilà. c'est le monde à l'envers. Alors, si on a choisi cette thématique des buteurs de l'ombre, c'est parce que Álvaro Negredo s'est exprimé cette semaine dans Marca. C'est lui qui nous a inspirés. Il a dit « Il y avait deux monstres devant moi, qu'il était impossible de leur être supérieur ». Voilà ce qu'il a dit Negredo, retraité depuis un an maintenant, depuis 2024. Loïc, commençons donc par Álvaro Negredo, un joueur qui a de très belles stats en carrière. Ouais, Álvaro Negredo, c'est un madrilène pur jus qui a enchaîné les clubs en Andalousie et les buts aussi, d'Almeria à Cadiz en passant par Séville, surtout, c'est là où on s'en rappelle. 128 buts en 361 matchs pour Álvaro Negredo, ça fait de lui le 41e meilleur buteur de l'histoire de la Liga. Il a aussi joué à l'étranger, souvenez-vous, à Manchester City, dans le Manchester City très espagnol de Manuel Pellegrini, édition 2013-2014, avec qui il va être champion et faire le doublé Coupe Championnat, puis avant de partir traîner ses guêtres du côté de Middlesbrough, de Beşiktaş, des Émirats. Álvaro Negredo, c'est aussi un ancien international espagnol. Alors, il a peu joué, forcément, en tout cas peu en tant que titulaire. 21 sélections, 10 buts entre 2009 et 2014, mais avec quand même au bout un Euro 2012, puisqu'il faisait partie de la sélection vainqueur du championnat d'Europe en 2012. Si je te dis Negredo, Rémi, tu penses à quoi spontanément ? À une tête de tueur là quand tu le vois surtout à l'image, parce que c'est vrai que c'était quand même un renard des surfaces, mais je trouve qu'il en a imposé. Après, moi j'ai pour souvenir, alors c'est pas forcément vraiment espagnol comme souvenir, mais son passage à Manchester City, ouais, où c'est vrai que c'était un bon joueur, mais tu sentais qu'en fait il avait atteint, je pense, son plafond top de niveau, verre, et voilà, et que pour aller au-dessus c'était compliqué, mais comme l'a dit Loïc, il a quand même réussi à avoir un très beau palmarès malgré ces passages un petit peu compliqués, mais c'était je trouve ce genre d'attaquant espagnol, tu sais, que t'aimes pas affronter, en tout cas quand tu regardes la télé, t'aimes pas qu'il affronte ton équipe préférée, parce que tu sens que ça va être, s'il va pas marquer, il va énerver, il va fatiguer tes défenseurs, et c'est ce qui prouve que c'était un bon attaquant. Edgar, toi, Negredo, ça t'inspire quoi ? Mais je suis un petit peu d'accord, bizarrement on se souvient de lui, je pense tout de suite à lui à Manchester City, peut-être parce qu'il a eu pas mal d'expositions à cet endroit-là, mais c'est sûr que quand on pense à lui à l'époque Séville, c'était un très très bon joueur. Il y a quand même un petit peu de, je vais pas dire frustration, parce qu'effectivement je pense que comme on l'a dit, c'était peut-être le niveau maximum qu'il pouvait atteindre, mais un buteur qui finalement n'a pas longtemps duré dans un grand club européen, alors que c'était quand même un très bon numéro 9. Álvaro Negredo. Alors, il a remporté le trophée Zara. On va beaucoup en parler de ce trophée à deux reprises. C'est avec Séville, un titre qui va nous servir de référence dans l'épisode. Loïc, c'est quoi le trophée Zara ? Alors, ça n'a rien à voir avec la marque de fringues, je précise déjà. C'est un trophée attribué au meilleur buteur espagnol. Il y en a deux trophées. Il y en a un pour le meilleur buteur espagnol de Liga et de deuxième division. C'est un trophée qui a été créé par le journal madrilène Marca en 2005-2006. Il a été lancé pour rendre hommage à Telmo Zarra, qui est un ancien buteur, notamment de l'Athletic Bilbao, qui est décédé en 2006, d'où le fait que ce trophée ait été créé à cette époque, et qui fut pendant longtemps, très longtemps, le meilleur buteur de Liga, jusqu'à ce qu'un certain Lionel Messi fasse sauter son record. Il garde aussi le record du plus grand nombre de buts sur une seule saison, avec 38 réalisations en 1950-1951. Et c'est vrai que ce trophée, depuis une vingtaine d'années bientôt, permet justement de mettre en valeur l'attaquant espagnol, à défaut d'avoir pu être mis en valeur avec les Messi Ronaldo, notamment David Villa, c'est celui qui l'avait remporté au départ, et Dieu sait si effectivement à l'époque il cartonnait. Qui sont les joueurs qui ont le plus brillé dans cette compétition, dans ce trophée Zara en Espagne ? David Villa notamment, ouais. mais pas que. Il y a aussi Iago Aspas, dont on reparlera un petit peu plus tard. On a aussi du Fernando Llorente, l'ancien attaquant de la Juventus, Diego Costa aussi, même si
si effectivement il y a le côté naturalisation parce Oui, qu'à la base il qui est pas aide. trop espagnol. Mais voilà, oui, il y a une belle liste. On peut aussi citer les plus récents, Alvaro Morata, Borja Mayoral, Rossellou, donc pas mal de bons joueurs là-dedans. Lequel vous a le plus marqué, les amis là Tiens, je commence avec toi, Rémi. David Villa, forcément. Évidemment. Parce que je suis un peu plus de sa génération, mais surtout en termes de stats, parce que j'ai bossé quand même un petit peu. Champion du monde 2010, champion d'Europe 2008, meilleur buteur de l'histoire de l'Espagne avec 59 buts. Et déjà, ça te place le mec. Et puis, il a été aussi meilleur buteur de l'Euro 2008, qu'il a remporté avec 4 buts. Et meilleur buteur de la Coupe du Monde 2010, à égalité avec, il me semble, Klose, en 2010 avec 5 buts. Donc, à chaque fois qu'en fait, il a joué une compétition qui s'est montré, il a été performant. Et puis, en plus, il y avait sa dégaine, il y avait tout ce qui dégageait sur le terrain. La barbichette, ouais, et puis le ticket de métro même, je dirais. Et puis, non, mais c'est surtout qu'il pouvait jouer aussi à plusieurs postes. Il y a ailleurs le ticket de métro. Ouais, moi aussi, c'est pas là qu'on le localise en général. Pour un homme, c'est peut-être différent. Mais voilà, moi, il m'a marqué parce qu'il était efficace et beau à regarder jouer. Et puis il a fait la première saison de la Starac aussi, quand même, faut le rappeler. Sous le nom de Jean-Pascal. Sous le nom de Jean-Pascal Lacoste, bien sûr. Oui. Edgar, lequel te marque le plus entre Llorente, Villa, Diego Costa, Rossellou, Morata également, Mayoral Morata? Très facile, David Villa, évidemment. Je pense que c'est une catégorie à part quand même par rapport aux autres joueurs. Je pense que c'est le seul sur cette liste qui est vraiment un attaquant catégorie classe mondiale, vraiment classe mondiale, qui faisait parmi des meilleurs joueurs du monde à son époque. Et d'ailleurs aujourd'hui il est encore très actif, notamment en Espagne. Il a des académies de jeunes joueurs en Espagne, aux États-Unis. Et après, quand on regarde cette liste, il y a un joueur, c'est quand même presque drôle de le voir là, c'est Rossellou, qui finalement aura eu une drôle de carrière et qui remporte ce titre en 2022-2023. Il est peut-être un petit peu en dessous sur la totalité de sa carrière par rapport à d'autres joueurs sur cette liste, mais finalement je pense que c'est typiquement le joueur qui a exploité au maximum ce qu'il aurait pu faire de sa carrière. Là, on parle en fait de catégorie, si on le disait comme ça, chapeau 2, attaquant, c'est ça, histoire foot espagnol. Ouais. L'équivalent de chez nous en France, ce serait quoi? Ce serait des Loïc Rémy, des. Loïc Rémy, en plus, c'est pas fait exprès, c'est magnifique. Des Bafé Gomis, des gars comme ça, l'équivalent. Des Flo Maurice pour les plus anciens. Ouais, voilà, c'est des joueurs qui étaient bons. On ne remet pas en cause leur talent, mais c'est plus l'exposition et la capacité à performer, je pense, sur les grands rendez-vous internationaux, en fait. C'est plus ça, c'est pas une critique, en fait. C'est surtout leur star. Tu te retrouves, en fait, encore une fois, on l'a dit, entre 2009 et 2021, tu as Messi, Ronaldo qui se partagent les titres de meilleur buteur, de Pichichi. Il y a juste Luis Suarez qui a fait un petit coucou en 2016, mais sinon, c'est une hégémonie à deux. Et au final, quand tu regardes les classements de buteurs, tu as 10 buts d'écart avec l'un et 20 buts avec l'autre. C'est-à-dire que les mecs, ils sont à 20 buts, ce qui est déjà honorable, tu vois. Mais tu vois, tu as Messi qui est à 30 ou Ronaldo qui est à 30 et Messi qui est à 40 ou Ronaldo à 40. C'est dingue. La saison de Lionel Messi, je crois, c'est en 2012. Il marque 92 buts, toutes compétitions confondues. Il en a 50, je crois, juste en Liga, un truc comme ça. Edgar peut, si tu... Il n'y a que à la PlayStation que tu marques. Là, en fait, on parle de mecs normaux, en fait. Ouais, voilà, c'est ça, c'est le classement des mecs normaux. Ils ont banalisé avant, Messi et Ronaldo ont banalisé les buts. Eux, les ont juste marqués, mais ils les ont marqués quand même. Alors, restons mais ce qui est dingue aussi, quand tu regardes le classement, juste, c'est qu'il n'y a aucun joueur du Barça ou du Real Madrid. On a parlé de David Villa, on a parlé de Rossellou, mais les saisons où ils sont en tête de ce classement-là, ils ne sont pas dans les deux meilleurs clubs espagnols. Donc, c'est-à-dire que ces deux joueurs et d'autres stars comme Luis Suarez, comme Neymar, ont vraiment monopolisé et pris le contrôle des deux meilleurs clubs espagnols pendant 15 ans. Il faut quand même se rendre compte de l'impact aussi que ça peut avoir pour le développement des joueurs espagnols aussi à ces postes-là. En fait, on fait un thème tennis également, hégémonie, Big Four tennis, Federer, Nadal, Djokovic, Murray, quoi. C'est la même chose. Puis il y avait les autres après, les Wawrinka, j'allais dire les Français. Non, il n'y a pas. Non, ça, il n'y a pas. Malheureusement. Alors, Iago Aspas, toujours en activité. Faisons un focus sur lui pour attaquer ce podcast également. C'est un joueur qu'on connaît bien. C'est quasiment le joueur d'un club, Loïc. Oui, c'est comme tu disais, c'est un peu le recordman des trophées Zara. Il l'a gagné 4 fois alors qu'il était attaquant en Liga, une fois quand il était aussi en D2. C'est un peu le totem, 37 ans, Iago Aspas, il est déjà dans l'histoire de la Liga, mais c'est surtout l'histoire du Celta de Vigo qui représente Iago Aspas. On rappelle ces quelques chiffres, 12 saisons en Liga, 163 buts en 380 matchs, donc un ratio qui est quand même pas mal puisque c'est toujours le meilleur buteur espagnol en activité de la Liga, 18e si tu prends l'histoire totale, le meilleur buteur donc de l'histoire du Celta Vigo, et même cette saison, encore une fois, c'est toujours le meilleur buteur de
son club. Donc c'est vraiment quelqu'un qui est indissociable en fait du club. Il est arrivé à l'âge de 8 ans au Celta, Iago Aspas, très très jeune. Et il en a 37, t'imagines ? 37, il est encore en activité aujourd'hui, il aura 38 ans cette année, il est donc encore le meilleur buteur du Celta Vigo, tu l'as dit. Iago Aspas, c'est le symbole de son club, de sa région, la Galice, Rémi. Oui, alors c'est le symbole de cette région, mais en même temps, c'est là où on voit le fameux plafond de verre, puisqu'il a eu des expériences à l'étranger. La première à Liverpool, c'était en 2013, c'était la saison après avoir connu sa première saison chez les pros en Liga, et après avoir marqué 12 buts. Le problème, c'est qu'il est transféré pour 10 millions, et c'est pas la même météo à Liverpool qu'en Galice, ça c'est le premier problème, mais c'est surtout l'autre problème, c'est qu'il y a Luis Suarez qui est son concurrent. Cette saison-là, Suarez, c'est 37 matchs, 31 buts marqués, 15 passes décisives délivrées. Aspas, ce sera seulement 15 petits matchs, un but et une passe. C'est moins bien. Et il sera aussi barré par Sturridge, à l'époque, qui est revenu de blessure et qui a formé un duo mémorable avec Luis Suarez. Donc il passe un peu de la Galice au supplice, mais du coup, il va revenir en Espagne. Magnifique. Attendez, il faut s'arrêter là-dessus, les gars, parce qu'il glisse ça comme ça avec un clin d'œil, il passe de la Galice au supplice. C'est l'after poésie, là. Après, il décidera donc d'aller à Séville en prêt pour se rapprocher de la Galice et donc du coup de l'Espagne, forcément. Mais là, malheureusement aussi, il y aura un problème, c'est qu'il rencontrera d'autres concurrents qui seront Kevin Gamero et Bacca à l'époque, et les deux, ils ont marqué à eux deux 61 buts. Donc pour se placer entre les deux, c'était pas forcément évident. Lui marquera quand même 10 buts et délivrera 3 passes décisives en 25 matchs, ce qui est quand même assez correct. Mais bon, la concurrence fera qu'il continuera pas là-bas et il retournera du coup au Celta Vigo. La petite note positive, c'est qu'il gagnera le seul trophée de sa carrière à Séville, c'est l'Europa League, avec un certain Unai Emery. Pas mal. C'est 2 sélections seulement, Iago Aspas. C'est une figure en Liga, Edgar. C'est que 2 sélections, 6 buts avec l'Aurora. Il n'a jamais joué la Ligue des Champions. 20 sélections. Oui, 20 sélections, autant pour moi. 20 sélections, 6 buts. Ah, parce que 6 buts en 2 sélections, il aurait été très fort. 2 triplés. Il suffit que tu affrontes le Liechtenstein et c'est fait. Non, c'est vrai. Il n'a pas énormément de cap non plus avec l'Espagne pour un joueur dont on parle depuis si longtemps. 20 sélections, donc buts. Mais c'est quand même pas un hasard. D'avoir ces stats-là. Et 20 sélections avec l'Espagne, c'est pas rien. Il n'arrive pas. On est un joueur moyen quand même. Il a participé à la Coupe du Monde 2018. Je pense qu'il ne faut pas minimiser sur toute sa carrière, qui a marqué quand même plus de 200 buts. Et encore une fois, tu peux pas arriver. On va retrouver Edgar dans un instant. On va améliorer la connexion avec toi, Edgar. On a des problèmes de son. C'est la pluie, ça. Ouais, c'est la pluie à Madrid. Ils sont pas habitués. Il n'est pas content de ce qu'il dit, je pense. Mais bon, on salue Iago, si tu nous regardes évidemment, on n'en doute pas. Autre joueur vainqueur du trophée Zara, à 2 reprises lors du règne de Messi et Cristiano Ronaldo, c'est Aritz Aduriz, Loïc. Ouais, lui aussi, c'est pareil. C'est le joueur que tu associes immédiatement à un club en particulier, Aritz Aduriz, le Basque. 18 saisons quand même au plus haut niveau entre 2002 et sa retraite en 2020, assez récente d'ailleurs. Un nombre de matchs incalculable, mais on l'a quand même calculé puisque c'est 443 matchs de Liga pour 158 buts. Alors lui, ce qui est marrant, c'est que c'est un peu comme le bon vin, tu vois, c'est qu'il a mûri. Plus il vieillissait et plus il marquait de buts. Et effectivement, il s'est imposé sur sa fin de carrière, fin des années 2010, comme un top buteur, notamment pour l'Athletic Bilbao, club de Telmo Zarra, dont le fameux. Voilà, le fameux. Il est passé par Valladolid, Majorque et Valence, mais c'est à Bilbao qu'il a surtout laissé son empreinte. 3e meilleur buteur de l'histoire du club, derrière, encore une fois, ce fameux Zara, derrière Dani. Et la petite différence par rapport à ce qu'on disait Negredo ou Aspas, c'est que Aduriz, il a aussi marqué de son empreinte les coupes d'Europe, puisqu'il figure quand même en très bonne place parmi les buteurs. 5e meilleur buteur de l'histoire de la C3. Ouais, je n'ai pas vu venir celle-là. Derrière, ouais, c'est vrai que c'est étonnant. Hein. Ah, mais ce qui prouve encore ce que tu dis, c'est-à-dire que c'était des excellents joueurs, mais qui étaient cachés par Messi et Ronaldo, du coup. Ouais, forcément. Après, encore une fois, il a profité aussi des campagnes européennes, on va dire, à succès de Bilbao, mais le voir effectivement avec 31 buts dans une compétition aussi relevée que la C3, en compagnie d'Henrik Larsson, d'Aubameyang, d'Huntelaar, de Morelos et de Falcao, c'est pas mal. C'est pas mal. Si je te dis Aduriz, Rémi, tu penses à quoi? Je te dirais une image en tête? Ouais, oui. Il y en a plusieurs, même. Mais je te dirais surtout un joueur sous-coté, parce que quand tu écoutes les chiffres qu'a donné Lolo, c'est déjà impressionnant. Énorme. Mais il y a aussi l'arrêt de sa carrière, où il a terminé dans l'anonymat quasi complet. En 2017-2008, juste rappeler qu'il a 37 ans. Il termine co-meilleur buteur de l'Europa League avec 8 buts inscrits.
et il est co-meilleur buteur avec un certain Ciro Immobile. Ouais. Mais sauf que Ciro Immobile ira beaucoup plus loin dans la compétition puisque lui, Aduriz va terminer sa campagne en 16e de finale. Donc pour te dire qu'il a terminé meilleur buteur en s'arrêtant en 16e de finale, ce qui prouve la place du garçon. Il finira sa carrière 2 ans plus tard à 39 ans. Ça va se terminer un petit peu en eau de boudin parce qu'il aura un problème à la hanche qui l'éloignera des terrains pendant 2 mois. Il arrêtera sa carrière à cause du Covid. Alors même si c'était plus un titulaire indiscutable, c'est triste je trouve de voir un grand buteur s'arrêter comme ça malheureusement. Il avait été vice-champion d'Espagne de cadet en ski également, hein. C'est un homme de la montagne, Aduriz. Edgar, c'est un joueur sur lequel Aurora n'a pas trop misé, hein. Oui, pour le coup, il connaît sa première cape en 2010, il a déjà 29 ans. Au final, il a joué 13 fois pour la Roja, 2 buts. Mais après sa première sélection, il a dû attendre 6 ans avant de connaître la suite. Il met son premier but à 35 ans. Donc c'est à la fois une très très belle histoire parce qu'un premier but à 35 ans, il s'était sûrement dit pendant un moment qu'il allait passer à côté. Mais c'est aussi l'histoire d'un joueur qui est très longtemps, la majorité de sa carrière passée sous les radars de la sélection. Quand on sait évidemment le niveau qu'il a pu avoir et le rôle qu'il a pu avoir, ça doit sûrement être une petite frustration pour lui quand même. Alors, autre buteur espagnol qui aurait peut-être fait plus parler de lui si Messi n'avait pas été en Liga, Cristiano était déjà parti. Lui, c'est le fameux Gérard Moreno, 2 fois vainqueur Loïc du Trophée Zara. Ouais, alors lui, il a un blaze de chanteur français des années Exactement. 70, Gérard Moreno. Je sais pas pourquoi, tu l'imagines comme ça, un peu la tête aussi, hein, si tu regardes bien. Bon, alors Gérard Moreno, c'est vrai que c'est quelqu'un d'assez iconique, hein, notamment, pareil, parce que tu fais le rapprochement avec Villarreal, même s'il n'a pas joué qu'à Villarreal, c'est là où il a fait ses principaux faits d'armes. Il est le meilleur buteur de l'histoire de ce club-là, avec 117 buts. Et c'est vrai que c'est le mec un petit peu iconique, notamment parce qu'il a joué la Ligue des Champions avec le sous-marin jaune, mais aussi parce qu'il a gagné la C3 en 2021 avec Villarreal. Gérard Moreno, c'est un joueur qui est toujours en activité, mais qui a souffert de quelques blessures depuis le début de saison, ce qui fait qu'il a peu joué, notamment suppléé par le français Tierno Barry, oui. Et à José Pérez. Mais ça reste encore un joueur à 33 ans qui est une valeur sûre quand les blessures le laissent tranquille de ce championnat. Qui était décisif dans les moments importants aussi, Gérard Moreno, on l'a vu en Coupe d'Europe aussi. Qu'est-ce qui t'inspire, toi, Rémi Moreno ? Quand tu regardes Moreno, j'ai l'impression que tu peux un peu le comparer à Joaquin au Betis Séville. Tu vois, c'est l'homme d'un club, et quand tu penses à un club, tu penses à ce genre de joueur. Et puis, je rappellerai juste que la saison dernière, il avait affronté Rennes en Europa League, justement en barrage, et qu'il y avait eu le fameux 3-3 lors de la dernière journée, c'était la J6, c'était fin décembre, et qu'il avait encore marqué contre Rennes. Donc voilà, c'est un joueur qui encore une fois prouve son niveau avec l'âge, avec les problèmes qu'il peut rencontrer, mais qui est toujours là, quoi. Donc encore une fois, ce sont pas des mauvais joueurs, c'est surtout ça que moi je veux mettre en avant, c'est que c'est des excellents joueurs, des excellents buteurs, mais qui malheureusement sont dans l'ombre ou sont maintenant un peu trop vieux pour pouvoir être médiatisé, entre guillemets. Edgar, il a quelle image Moreno en Espagne ? Exactement, l'homme d'un club. Quand on pense Villarreal, on pense Moreno et vice versa. Et je pense que ce qui est important quand même, c'est qu'il faut se rendre compte de l'impact qu'a eu la victoire en Ligue Europa de Villarreal en Espagne, parce qu'en France, on l'a un petit peu oublié, mais ils ont quand même battu. En finale, ils sortent Manchester United, et quand ils sortent Manchester United, c'est vraiment là-bas une bombe, quoi, quelque chose qui a signifié beaucoup, parce que c'est quand même un très grand club européen, et le fait de sortir Manchester United, ça a représenté énormément de choses en Espagne, et ça a vraiment, par exemple pour la carrière d'Unai Emery, donné beaucoup de crédit, en plus de évidemment ses succès avec Séville. C'était vraiment un moment important pour le foot espagnol. Alors, il y a un point commun, les gars, entre ces 3 joueurs, multiples vainqueurs du Trophée Zara, c'est qu'ils ont joué la quasi-intégralité de leur carrière dans un seul club. Bon, à part ou pas loin pour Aduriz. Qu'est-ce que ça raconte ? Comment il faut l'analyser ? Que ces gars-là, on l'a dit tout à l'heure, peut-être ont atteint leur plafond de verre, il leur fallait rester dans leur environnement pour performer, et que c'était juste des bons attaquants et pas des grands attaquants capables de s'exporter et de réussir ailleurs. Moi, je ferai une petite confidence. C'est Lionel Rouxel qui expliquait ça un jour pour préparer un match. Il disait que la différence entre les jeunes joueurs français et les jeunes joueurs espagnols, c'est que les jeunes joueurs espagnols vouent un énorme culte à la culture du club, à l'appartenance à un club. En France, c'est peut-être un peu moins le cas, mais ce qui prouve qu'avec ces joueurs-là, quand ils s'éloignent un peu de leur club de cœur, ça devient beaucoup plus compliqué. Et il y a un joueur dont on n'a pas parlé, parce que c'est pas un attaquant, mais Jesus Navas à Séville, quand il part à Manchester City, il dit que sa fille elle est devenue grise à cause du temps et qu'il en peut plus, il a envie de rentrer. Et j'ai l'impression que c'est un peu
à la fois la qualité et le défaut des joueurs espagnols, c'est que dès qu'ils quittent leur championnat, à part les plus grands ou certains, ça devient très compliqué pour eux. Oui, il y a un ancrage culturel tellement fort en Espagne. C'est le cas aussi pour les Anglais, parce qu'on parle des Espagnols, mais les Anglais aussi ont eu beaucoup de mal à s'exporter. Les Italiens, énormément. Les Italiens, c'est propre à notre culture française aussi, exporter nos plus grands talents. Ouais, le côté, comme tu dis, Nico, d'être peut-être un peu plus d'oser un peu plus, tu vois, d'être un peu plus courageux, d'essayer de tenter l'expérience à l'étranger et de réussir à l'étranger. C'est vrai que c'est quelque chose. On a vraiment l'impression que quand tu es espagnol, peut-être un peu moins ces dernières années avec la globalisation aussi du foot, mais qui a eu cette tendance effectivement à rester longtemps. Et puis comme ça fonctionne bien, et puis Edgar le disait, il n'y avait pas trop de place non plus au Barça, au Real, à l'Atlético, post-Torres et post-Villa, pour ces joueurs-là aussi. Tu vois, c'est toujours pareil. C'est qu'ils se retrouvent à Séville, ils se retrouvent à Bilbao, à Villarreal, mais parce qu'il n'y a pas trop de place pour eux non plus dans les top clubs. Les postes offensifs sont occupés par des très grands attaquants, des tops attaquants, et manque de bol, ils sont étrangers. Comment tu l'analyses, toi, Edgar, justement, cette difficulté à s'exporter, surtout dans les plus gros clubs européens pour les 9 espagnols? Je pense que c'est pas une évidence pour les joueurs espagnols. Je pense que le max qu'on peut atteindre au niveau footballistique dans les clubs, c'est de jouer à Bernabéu, c'est de jouer au Camp Nou, et il n'y a pas forcément cet idéal de la Première Ligue, cet idéal d'aller jouer au Bayern comme il pourrait y avoir en France. Et je pense par exemple, on en a parlé dans le dernier épisode du podcast sur Aston Villa, un joueur comme Pau Torres qui lui a dit: s'il n'y avait pas eu Unai Emery, un entraîneur qui me connaissait déjà en Espagne, il aurait peut-être pas fait le saut vers la Première Ligue. Il faut comprendre qu'il y a quand même une mentalité très différente, qu'il y a un attachement aussi beaucoup plus régional qu'on n'a pas forcément en France, et que donc pour un joueur qui vient du Pays Basque, l'honneur absolu c'est de défendre l'Athletic Club, et pareil pour un joueur andalou qui va vouloir jouer au Betis ou à Séville. Et je pense que c'est tout simplement que l'idéal n'est pas le même que pour les joueurs français qui sortent de la Ligue 1. Derrière la question également, Loïc Moreau, c'est l'utilisation des vrais neufs dans le foot espagnol. En fait, c'est vrai que tu te dis que si on prend le classement, par exemple, des meilleurs buteurs en Liga, meilleurs buteurs espagnols en Liga cette saison, effectivement, dans les 9 de métier, tu n'en as pas énormément. Le meilleur buteur espagnol en Liga cette saison, c'est Oyan Sanset, donc de l'Athletic Club. Il est plutôt meneur de jeu, il n'est pas attaquant. Bon, si tu regardes Ayoze Pérez, à la limite, on peut se dire oui, il a plus le profil d'un neuf. Kike Garcia, là oui, tu es sur un avant-centre, profil d'avant-centre. Et Javi Puado de l'Espagnol, tu es plus sur un ailier. Hein. Tu n'es même pas du tout sur un attaquant de pointe. Donc effectivement, il y a aussi peut-être toutes les transformations qui ont été tactiques, notamment qui ont été mises en place sur la dernière quinzaine d'années, initiées par Guardiola. Et tu vois, on parlait de Negredo tout à l'heure, qui gagne l'Euro 2012. Mais qui est l'attaquant de pointe à l'Euro 2012? C'est Fabregas, qui n'est pas un attaquant. Donc en fait, même les attaquants purs ont été obligés, entre guillemets, ont eu, en plus de la concurrence qui était assez forte, ont été obligés de s'adapter aux changements tactiques et philosophiques du foot espagnol, et ça a fait bouger pas mal de choses. C'est l'école barcelonaise, tu parles de Guardiola, Luis Enrique également. Bien sûr. Jouer sans neuf, donc ne pas former des neufs, Edgar, c'est un sujet aussi, ça, en Espagne? Oui, complètement. Les joueurs qui sont formés en Espagne, on les forme surtout sur la technique, sur la vision du jeu, sur le fait de prendre l'information. Et donc, voilà, je pense que tous, quand on imagine un jeune joueur espagnol sortir d'un centre de formation, on imagine tous un milieu de terrain, un Pedri, un Gavi, un joueur de ce style-là. Et je pense que le numéro 9 à l'ancienne on lui donne un petit peu moins d'importance en Espagne, même s'il y a des très bons joueurs qui sont toujours à ce poste-là. Je pense que c'est vraiment directement lié à toute la philosophie de la formation qui est vraiment globale en Espagne. C'est-à-dire que ce soit au niveau des clubs, au niveau fédéral, on a une façon de recruter les joueurs qui est assez particulière, où on met vraiment en avant la technique et le fait de bien savoir jouer avec le ballon, de bien faire des passes rapidement en 1-2 touches de balle. Et c'est encore le cas actuellement, Edgar. Luis de la Fuente, le sélectionneur espagnol, n'a pas de dépendance à un buteur, à un numéro 9 aujourd'hui. Complètement. Bon, Morata a la main sur les titularisations, même si le dernier match c'était Oyarzabal. Quand tu regardes un petit peu les buteurs, Oyarzabal il a 9 buts sous Luis de la Fuente, Morata 7. Et finalement, c'est une équipe qui ne dépend pas d'un seul joueur, qui a beaucoup d'options pour marquer. Je pense à Lamine Yamal, je pense à Nico Williams, mais aussi à beaucoup d'autres joueurs qui viennent apporter leurs pattes, notamment à Ayoze Pérez. Et c'est surtout une équipe qui, peu importe qui est dans le 11 de départ ou qui rentre, va avoir son rôle à jouer. Et par exemple,
exemple, Merino d'Arsenal a un rôle très important dans cette équipe-là, alors que ce n'est pas un neuf de métier. Arsenal, maintenant, il joue attaquant, évidemment, et c'est pas un attaquant de métier, c'est un milieu de terrain. Et il fonctionne aussi très très bien pour cette équipe espagnole en entrant en fin de match. Et on a vraiment une équipe qui, peu importe qui est sur le terrain, va toujours avoir un petit peu la même philosophie de jeu. Rémi, quel est ton plus grand neuf espagnol de l'histoire, spontanément? Là, comme ça, spontanément, je te dirais Torres, même si j'aimais beaucoup David Villa, mais parce que Torres, il a tout fait. Enfin, je sais pas, je me souviens de son but en finale de l'Euro, enfin, tu sais, le 4-0 contre l'Italie. Bref, je me souviens de lui à Liverpool. Mais est-ce que pour autant tu mets chapeau 1, histoire des attaquants du football? Pas forcément, tu vois. C'est ça, c'est Villa ou Torres pour beaucoup. C'est des gars qui sont deuxième, voire troisième chapeau dans l'histoire des purs neufs. Si budget limité, c'est peut-être pas eux que tu recrutes en premier, ça. Exactement. C'est sûr, mais après, ça reste quand même des immenses joueurs qui ont prouvé en gagnant, en marquant. Mais c'est vrai que c'est pas forcément. Alors peut-être qu'il y a un problème médiatique, je sais pas. Mais en tout cas, oui, c'est pas forcément ceux que tu achèteras en premier. C'est terminé les gars pour cet After Podcast Espagne cette semaine. Merci à Loïc, merci à Rémi, merci à Edgar. À très vite, dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de l'After Espagne. Merci également aux équipes techniques. Bonne journée et bonne soirée à tous. Bye bye. RMC After Espagne.